Chers compatriotes, après les cycles primaires et secondaires, je voudrais vous parler aujourd'hui de la réforme de l'enseignement supérieur en Guinée. C'est le troisième volet de notre série sur la refonte du système éducatif. Mon exposé se limitera uniquement aux défis et aux perspectives, mais surtout aux solutions qu'il faut envisager pour sortir ce cycle d'études supérieures de sa longue léthargie. L'état catastrophique de l'enseignement supérieur est connu de tous les professionnels du secteur et même des profanes en la matière. Pour la bonne raison que de nombreux diplômés de l'université guinéenne ne trouvent pas d'emploi si ce n'est dans le secteur informel où ils s'épuisent à des tâches qui n'ont rien à voir avec leurs études. Très peu d'entre eux ont les compétences recherchées par les employeurs du secteur formel, certes très limitées, mais en expansion. Bien que le système LMD, licence, masters, doctorat, ait été introduit depuis la fin des années 2000, les avantages de cette réforme tardent à se matérialiser pour la bonne qualification de l'enseignement supérieur dans notre pays. Nous constatons aussi que compte tenu des difficultés et des nombreuses insuffisances, de nombreux élèves qui achèvent le cycle secondaire préfèrent poursuivre leurs études dans une université étrangère, en France, aux États-Unis, au Canada ou même dans d'autres universités africaines, comme au Maroc ou en Tunisie. Il y a donc une mobilité importante de nos étudiants vers l'étranger. Cela aurait pu avoir un effet positif si, à la fin de leur formation, les étudiants retournaient au bercail. Mais c'est l'effet inverse qui se produit, car les étudiants préfèrent rester dans les pays d'accueil où ils trouvent de meilleures opportunités. Nous assistons donc à une fuite de cerveau et à la longue, c'est le développement économique qui est compromis. Ces faits à eux seuls suffisent pour savoir que l'enseignement supérieur en Guinée traverse une profonde crise. Mais quel est l'état des lieux? Comme dans plusieurs pays africains, l'enseignement supérieur est sous-développé et constitue une priorité de second plan depuis fort longtemps. Il est temps que ce paradigme-là aussi change. Comme au cycle secondaire, les femmes sont sous-représentées dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les domaines scientifiques et technologiques. À ce niveau, il faut noter en même temps une pénurie de ressources humaines et de capacités, toujours dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ainsi que dans les secteurs de l'agriculture et de la santé. Il faut relever aussi un manque d'adéquation de la production des compétences avec les besoins et les demandes de l'économie. Ce qui fait que, bien qu'il y ait un fort pourcentage de diplômés qui restent sans emploi, il n'en reste pas moins une importante pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Il existe donc un décalage entre le système universitaire et le marché de l'emploi hors des campus. L'enseignement supérieur rencontre aussi de grandes difficultés pour parvenir à une masse critique de professeurs de qualité. De nombreux départements n'ont pas plus d'un ou deux professeurs d'université confirmés.
bon nombre étant proches de la retraite. Il y a donc entrave à l'instauration d'un environnement propice à la recherche. À toutes ces difficultés, il faut ajouter plusieurs autres obstacles, notamment les faibles salaires des professeurs, le manque de financement et d'équipements consacrés à la recherche, les perturbations de l'enseignement dues aux manifestations, aux mouvements de grève du personnel ou des étudiants, dues souvent à la faiblesse du leadership administratif et le manque de ressources. Avec de petits budgets, l'université a du mal à se doter des infrastructures de formation adéquates. Et nombreux sont les étudiants qui continuent à travailler sans avoir un accès adéquat à l'Internet, aux ouvrages, aux équipements, aux laboratoires et aux bibliothèques. En plus de tout cela, l'enseignement supérieur doit faire face à un influx de plus en plus important d'étudiants. Avec une démographie galopante, les effectifs d'étudiants du supérieur sont en forte croissance et dépassent parfois les capacités d'accueil. C'est donc un autre problème qu'il faudra apprendre à maîtriser. Au vu de toutes ces difficultés, il n'est pas surprenant que la Guinée ne figure pas dans le top 200 des universités africaines selon le classement Unirank 2021. Une situation totalement inacceptable. De gros efforts doivent être fournis pour que, durant la prochaine décennie, la Guinée intègre le top 10 des meilleures universités d'Afrique. Même si aucune université publique francophone ne figure dans le top 10 africain qui est dominé par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Sur les 10 universités considérées comme étant les meilleures, 6 sont sud-africaines et les 4 autres sont basées en Égypte. Il y a donc beaucoup à faire, car la Guinée n'est même pas sur la liste des 5 meilleures universités d'Afrique occidentale, qui est comme suit. Première sur la liste, l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Deuxième, University of Ghana. Troisième, Obafemi Awolowo University au Nigeria. Quatrième, Université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Cinquième, University of Lagos au Nigeria. Il est totalement incompréhensible pour nous que la Guinée ne puisse pas faire autant ou mieux que le Sénégal ou le Burkina Faso. Toute réforme du système éducatif qui ne propulserait pas la Guinée au devant de ce groupe de pays performants serait vaine et futile. Maintenant, quelle solution pour rendre l'enseignement supérieur utile pour la Guinée? La première des choses à faire, c'est d'abord maîtriser les effectifs du supérieur. Un document préparé par les auteurs du programme décennal de l'éducation en Guinée, PRODEC 2020-2029, indique déjà que ces effectifs seront maîtrisés à travers, d'une part, la régulation des flux dès la fin du premier cycle du secondaire et l'orientation de 50% des bacheliers vers l'enseignement technique et la formation professionnelle de type B2.
D'autre part, cela permettra de stabiliser les effectifs à environ 100 000 étudiants dans tout l'enseignement supérieur. L'orientation des effectifs vers les filières scientifiques et techniques est un autre aspect de cette politique de gestion des flux. Les effectifs dans ces filières représenteront environ 60% des effectifs du supérieur en 2030 au lieu de 37% en 2016. La deuxième chose à faire est de remédier à l'insuffisance du personnel, notamment le corps enseignant. Une situation qui est souvent causée par les coupes budgétaires, le gel des recrutements, les bas salaires et les faibles ratios personnel-étudiant jusqu'à 1 par 62, qui décourage les jeunes diplômés de faire carrière à l'université. Or, l'enseignement supérieur a besoin plus de docteurs et de chercheurs prêts à former les futurs dirigeants et à rehausser la stature internationale de l'université guinéenne. Le troisième défi à relever se situe au niveau des profils et des programmes. Dans un article rédigé dans le cadre du projet Situation des jeunes chercheurs dans le monde, Irene Friesenhan nous indique la voie à suivre. Elle écrit notamment que pour y arriver, plusieurs institutions universitaires devront revoir leur profil, programme et méthodes pédagogiques ainsi que leurs activités de recherche. Il faudra pour cela faire de la pensée critique et des compétences pour l'employabilité une partie intégrante de l'apprentissage et de la formation, offrir des modules de formation adaptés aux besoins de l'industrie et introduire des systèmes d'assurance qualité. L'université guinéenne forme assez trop d'étudiants en sciences humaines et sociales, en lettres, en droit et en sciences politiques. Or, nous avons besoin d'accroître les effectifs de diplômés en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, en sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, en sciences et technologies de la santé et du social, sciences et technologies de laboratoire et en sciences et technologies du management et de la gestion. Nous avons besoin de plus d'ingénieurs, de médecins, de chercheurs et d'entrepreneurs. Le quatrième défi, intimement lié au précédent, consistera à renforcer la collaboration et les partenariats entre l'industrie et les institutions universitaires d'enseignement supérieur pour favoriser l'excellence, une autonomie financière adéquate, la décentralisation et la transparence administrative. L'objectif ici est d'aider les étudiants à mieux connaître les problèmes du monde réel, améliorer leur employabilité et former une main-d'œuvre mieux outillée qui a moins besoin d'être recyclée en entreprise. Le cinquième défi est une autre tare de l'enseignement supérieur à laquelle il faudra absolument remédier. Comme dans beaucoup d'autres pays africains,
Le système d'enseignement supérieur souffre d'un manque de spécialisation régionale adéquate. Sur ce registre, le système d'enseignement supérieur indien devrait nous servir de modèle. L'Inde s'est bâtie une solide réputation dans l'informatique, l'ingénierie ou le management. Très tôt, les autorités indiennes ont décidé de faire porter l'effort sur la création d'institutions d'élite, ce qu'on appelle les Indian Institute of Technology, IIT, sur le modèle du Massachusetts Institute of Technology, MIT, aux États-Unis, où a été formée dans les années 1930-1940 une partie de la classe industrielle et de l'élite technologique du pays. Les étudiants indiens sont aussi encouragés par un système de bourse à aller se former à l'étranger dans les secteurs que sont l'aéronautique, l'informatique, l'électricité, l'électronique, la construction navale, le génie civil, la métallurgie, la mécanique, la biochimie, les biotechnologies, le textile et les sciences de la manufacture. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur indien s'est développé à un tel niveau que les étudiants indiens constituent un levier géopolitique. Sundar Pichai, devenu en 2015 PDG d'Alphabet, l'entreprise mère de Google, est à cet égard le modèle de réussite parfait d'un étudiant indien dans la Silicon Valley, en Californie, États-Unis. Si l'Inde a pu le faire, pourquoi pas nous autres, en Afrique occidentale, et pour ce qui nous concerne en Guinée? Notre enseignement supérieur doit mettre l'accent sur l'ingénierie, l'industrie et la construction, l'agriculture, les technologies de l'information et la communication, l'énergie, la santé et le bien-être. Le sixième et dernier défi, et non des moindres, doit s'intéresser à la question des financements. Le problème ici est comment dispenser un enseignement de qualité et réparti de manière équilibrée au plus grand nombre possible d'étudiants, sans pour autant dépendre de manière excessive des ressources financières publiques. Sur ce point, on pourra s'inspirer de l'exemple de l'université de Makerere en Ouganda, qui nous offre des voies susceptibles d'être empruntées pour relever ce défi. L'une des réformes importantes opérées par Makerere a été l'implantation de stratégies alternatives de financement. L'université a réussi à diversifier ses sources de financement et réduire sa dépendance à l'égard du gouvernement par le biais des mesures suivantes. 1. Cibler les étudiants bénéficiant de subventions privées et les inciter à joindre l'université. 2. Commercialiser ses services. Et 3. Formaliser les modalités de recrutement et conditions d'emploi des consultants. En 5 années, Makerere a pu ainsi passer d'une situation où l'enseignement était offert gratuitement à une situation où 70% des étudiants sont redevables de frais d'inscription. L'impact de ces réformes financières a été remarquable. Alors qu'auparavant, la totalité des frais de fonctionnement de Makerere
était à la charge du gouvernement, aujourd'hui, grâce aux revenus qu'elle réalise, l'université parvient à en couvrir plus de 30%. L'université guinéenne doit s'inspirer de cet exemple ougandais, qui a été véritablement un succès. L'objectif ici est d'arriver à un déclin remarquable du coût par habitant assumé par le budget national. Et la voie royale pour parvenir à ce point est le recours à la subvention que le gouvernement verse aux universités sur une base assez régulière et l'augmentation massive des taux d'inscription, surtout de la part d'étudiants ayant un support financier. Nous allons nous arrêter ici pour le moment, car le sujet est vaste. Nous apporterons d'autres éléments, si nécessaire, à la lumière des États généraux de l'éducation. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée, je vous remercie.